La complice cachée. Akoko, 20 ans, cousin d'Aï, une des belles-filles de Feugueux, venait de s'infiltrer clandestinement dans la concession du vieux Feugueux. Ngandélé ne connaissait Akoko que de nom, d'autant plus qu'Aï vantait toujours les qualités de son cousin. Akoko était jeune et beau. Il était élève dans un lycée à Sec. Il avait des allures de jeune citadin audacieux et prétentieux. On lui avait parlé à maintes reprises de la belle Ngandélé. Il s'était décidé à venir rencontrer la jeune fille de chez Feugueux dont on parlait tant. Le subterfuge consistait à accéder à la concession sous le couvert de sa cousine en mariage dans les lieux. D'abord caché dans un fourré près du village, il aperçut sa cousine dans la cour devant sa case. Akoko sortit surrepticement de sa cachette et avança courageusement vers Aï, qui ne le reconnut pas tout de suite. Il lui parla en très peu de mots. Sa cousine comprit l'objet de sa visite et l'introduisit discrètement dans sa cuisine. Aucun témoin n'avait surpris l'intrusion d'Akoko dans la cuisine d'Aï. Akoko lui expliqua calmement son plan. Aï, complice, fit un tour chez Eva, appela gentiment Ngandélé et divisa longuement avec elle dans la cour. Personne ne pouvait rien soupçonner. Une causerie entre deux belles-sœurs, rien de plus naturel. Au bout de 2 minutes d'entretien, les deux femmes se dirigèrent dans la cuisine d'Aï. Quelques instants après, Aï s'éclipsa. Akoko et Ngandélé ne se connaissaient pas en réalité. Le garçon, un peu surpris par la vitesse des événements, se mit à bafouiller. Il se surprit en train de poser la même question 2 fois. Il était ému, Ngandélé aussi. Mais Akoko avait le devoir d'animer la conversation. Il était parfois à court d'idées. L'effort intellectuel qu'il fallait pour éviter les tons morts les souffla. Il tremblotait de peur de dire une bêtise. Sa maîtrise revint petit à petit. Il s'efforça de dire quelque chose de temps en temps pour alimenter la conversation. Il s'aperçut que Ngandélé soutenait le dialogue. Elle parlait bien le français. La première rencontre s'effectua dans la clandestinité la plus totale et se déroula très rapidement. Ngandélé n'avait aucune habitude de ce genre de visiteurs. Elle ne voulut pas en même temps commettre la maladresse de dévoiler la présence du jeune homme dans la concession. Elle se plut en sa compagnie, mais ne voulut point prolonger indéfiniment la conversation, craignant d'être surprise. Ainsi finit-elle par se résoudre à aller faire un tour toutes les 10 minutes dans la case de sa mère, afin que son absence ne fût point remarquée. La vieille Eva ne se douta de rien. Quant à Aï, la brillante complice, elle montait la garde. Elle allait devenir l'entremetteuse par la suite des contacts. Pendant que Ngandélé était encore allé faire un tour dans la cuisine d'Eva, Aï dit à son cousin: « Akoko, veux-tu t'asseoir ici en face de moi? Il n'y a pas de chaise, mais installe-toi sur la bûche. Voici une confidence. Ngandélé n'a pour le moment aucun candidat. Tu as la chance de venir lui tourner la tête. Profites-en pour aller jusqu'au bout, mets le paquet. Si tu négliges mon conseil, tu reviendras certes, mais au risque d'affronter d'autres prétendants et il sera trop tard. Aïe, ne me parle pas à demi-mot. Crois-tu que je puisse, malgré toutes les difficultés en vue, prendre cette fille avec moi ce soir? Que veux-tu dire? Je veux dire, la concurrer, quoi. Petit frère, je suis une femme. Quand une femme aime, tout est facile. Ne te casse pas la tête avec les candidatons. Je me souviens que pour venir ici, je n'ai créé aucune difficulté à celui qui allait devenir mon mari. C'est à peine si j'ai pu formuler quelques objections hypocrites propres à toutes les femmes pour avoir l'air de lui opposer de résistance. Par contre, quand une femme n'aime pas, c'est une montagne à retourner. Ngandélé est mordu. Fais tout pour l'amener dans la nuit. Ne crains pas la foudre qui s'abattra après. Tu ne seras plus là. Venge-moi, j'ai débarqué ici de la même manière. Il était 17h30. Le soleil filtrait déjà ses derniers rayons d'or à travers les musangas. La lumière du jour s'évanouissait si rapidement que Ngandélé crut à un moment qu'un orage allait s'abattre dans la région. Les derniers chants de pèlerins se firent entendre.
Quelques perroquets sillonnèrent rapidement le ciel en direction du grand baobab. Un crapaud coissa derrière la case d'Aïe. Eva se mit à diriger patiemment une mère poule et ses poussins vers le poulailler. Plus rien ne traversa le ciel. Un grillon se mit à struduler. On put voir quelques lucioles aux ailes fluorescentes s'envoler ici et là. La nuit était bien tombée. Elle était si noire que la clarté de la lune n'évoquait qu'un lointain souvenir. Cette obscurité pesante arrangeait bien les choses à Coco. Elle lui fit en même temps peur. L'aventure n'allait pas être reposante. Le jeune homme, profitant des ténèbres, voulut sortir de la cachette chez sa cousine pour un petit besoin. Le gros chien de Fugueux se mit à aboyer si fort que Coco crut que cela lui était destiné. Étrange coïncidence. Il dut lâcher les premières gouttes d'urine, puis tout le contenu de la vessie au premier angle du mur. Son cœur se mit à battre la chamade. « Et si ce chien me tombait dessus ?» pensa-t-il en essayant de reprendre son souffle. « Il faut absolument que je convainque Ngondélé à s'enfuir avec moi dans la nuit. » À l'heure du repas, Ngondélé garda discrètement quelques morceaux de viande de singe et 3 plantains dans un bout de feuille de bananier. Elle traversa furtivement la cour et ouvrit la porte sans frapper. Cet incident provoqua quelques frayeurs à Coco, qui craignait en même temps que son beau-frère ne le surprit en ces lieux. Ngondélé lui tendit le petit paquet. Il n'y avait aucune lumière dans la petite case noircie par la fumée. Les 2 jeunes gens préféraient cette obscurité complice. À peine avait-il avalé la première bouchée qu'Coco poussa un soupir. « Qu'y a-t-il » demanda Ngondélé. « Rien » répondit Coco. En vérité, le garçon n'avait pas la tête au repas. Il voulait exposer à Ngondélé l'idée de s'enfuir avec lui. Il hésita un instant. La réaction éventuelle de Ngondélé lui faisait peur. Il craignait de commettre une faute tactique sur l'élaboration du plan de départ. Il se sentit troublé. Pour dissiper son angoisse, il mordit encore une fois dans le morceau de viande qu'il tenait entre ses mains. Quand il eut avalé cette 2e et dernière bouchée, il mit de côté le reste du paquet. Il s'essuya les mains sur la bûche de bois sur laquelle ils étaient assis, prit celle de Ngondélé et lui dit en français. « Ngondélé, écoute-moi. Tu es témoin de toutes les ruses dont j'ai dû faire usage pour être si près de toi. Tu connais la difficulté avec laquelle j'ai réussi à m'infiltrer ici. Tu sais également que je risque de ne pas être le genre de beau-fils que souhaiterait avoir ta mère, puisque poursuivant encore mes études au lycée. Je n'ose pas croire un seul instant que je ferai la fierté de tes parents. Je n'ai pas fait d'espoir en arrivant ici, mais permets-moi de te faire une confidence. Je t'aime et je ne peux pas rentrer sans toi. Pour l'amour qui germe entre nous deux, je te demande un sacrifice. Accepte de partir avec moi cette nuit. » En réalité, le rapt d'une jeune fille par un garçon était un acte normal qui précédait la plupart des mariages. La diplomatie des adultes allait ensuite s'en mêler. « Quelle maladresse !» s'exclama Ngondélé. « As-tu prévu pour mes parents l'explication d'un tel acte ? Où veux-tu m'emmener ? Veux-tu qu'on marche dans la nuit ? Je ferais honte à ma famille en partant dans de telles conditions. Enlevé par un garçon qui ne s'est jamais présenté. C'est de la pure aventure. Tu veux provoquer un scandale qui va nous déshonorer, mes parents et moi ? Toute ma dignité de femme risque de s'envoler comme un nuage de fumée, même devant toi. Je ne serai qu'une fille légère, volage et sans éducation. Non, 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 je ne bouge pas d'ici. Use de méthodes transparentes et classiques. Si tu ne le fais pas, tant pis pour la peine que tu as prise, à laquelle je reste pourtant sensible. Coco pensa au conseil d'Aïe et se demanda si celle-ci avait bien réfléchi en lui inculquant cette terrible idée de ravir Ngondélé. Il resta pensif, inerte devant le discours de la jeune fille. Le rapt est pourtant classique et la transparence exigée normalement tardive, se dit intérieurement Coco.
Ngondélé continua. Ce que je te propose, c'est de faire courageusement face à mes parents, si tu tiens à moi. Il n'est point question de fuir avec moi dans la nuit. Tu veux aller trop vite. Présente-toi officiellement et solennellement demain matin à ma famille. Cela nous permettra de sortir de la clandestinité. Quand je t'aurai dit ceci, tu comprendras que je ne me détourne pas de toi. Il se fait tard. Réfléchis toute la nuit et pense à rencontrer mon père demain. Pendant que je vais essayer d'arracher le consentement de ma mère. Passe une bonne nuit et à demain. Bonne nuit, répondit à Coco, la gorge serrée. Ils s'embrassèrent et un câlin triché boucla leur séparation dans un silence méditatif. Ngondélé disparut dans la nuit. Akoko poussa à nouveau un soupir et s'aperçut que son cœur battait vite. Il referma maladroitement la porte de la petite case enfumée, s'étendit sur un lit en bambou de raffia et jugea inutile de se déchausser. Il passa la première moitié de la nuit à retourner dans son esprit tous les détails de son aventure. Certains prenaient une allure plutôt inquiétante. Tout seul, Akoko se dit « Les conseils d'Aï n'ont aucun poids face au raisonnement de Ngondélé. Il ne serait pas souhaitable que le mari d'Aï vienne cette nuit dans la cuisine de sa femme. Il me prendra alors pour un amant. Si cela arrivait, ma vie ne vaudrait pas celle d'un ver de terre, et je serais immolée, sans avocat ni juge. Je me trouve en train d'exécuter les conseils d'Aï sans avoir réellement eu besoin de prendre femme. Venge-moi, disait-elle. M'a-t-elle mis dans ce pétrin pour ses propres intérêts ou pour les miens? Ngondélé est belle. Nul ne peut lui résister. Aï, dans ce sens, n'a pas dit de mensonge. Que vais-je raconter au vieux Feugue demain matin, au cas où j'opte pour la solution de la transparence? J'espère que ça se passera dans l'intimité entre Ngondélé, ses deux parents et moi. Pourvu qu'on n'ameute pas tout le village. Si les frères de Ngondélé s'en mêlent, mon compte est bien bon. Aï pourra-t-elle encore placer un seul mot? Elle a d'ailleurs l'air d'avoir aussi peur que moi. Que raconte-t-on habituellement aux parents d'une fille lors de la première rencontre? Que vais-je dire? Que j'aime votre fille. Quoi d'autre? Akoko, qui avait négligé pourtant le souper, s'aperçut qu'il avait un peu faim. L'heure était au-delà de minuit. La fatigue aidant, il finit quand même par s'endormir. Allongée en face de sa mère, Ngondélé passait la nuit dans la cuisine. Elles dormaient chacune dans un lit de stype de raffia sur lequel une couche épaisse de foin sec rembourrée dans un tissu servait de matelas. Entre les deux lits, un feu de bois que la jeune fille ne cessait d'attiser. Ce foyer douillet tenait éloigné la fraîcheur de la nuit. La petite case était pleine de fumée. Ngondélé ruminait la confidence qu'elle voulait faire à sa mère. Elle hésita si longtemps que sa mère s'endormit sans qu'elle eût dit un seul mot. Au dehors, la lune qui venait de paraître était au zénith. Ngondélé entendait le vent babiller dans les feuillages et les ramures des arbres. Elle comprit que la nuit était mûre. Les habitants de la forêt ont pu établir une horloge en écoutant les animaux. Ainsi, le premier chant du coq annonçait la première heure après minuit. Le deuxième chant du coq en annonçait la troisième. La perdrix au petit matin sonnait la 5e heure. Les tisserands dans les cocotiers en sonnaient la 6e, c'est-à-dire l'heure de quitter sa couchette. Les bêlements des moutons ne laissaient plus d'équivoque. Le jour, le chant rare de l'épervier prédisait un décès imminent dans le village, et tout malade grave faisait alors l'objet d'une attention particulière. Un arc-en-ciel trop bas faisait dire qu'un notable allait mourir dans les environs. Une surélévation de la corne droite de la demi-lune était un signe annonciateur d'une succession d'événements heureux. Récolte abondante, mariage heureux, gibier nombreux. La même position, mais de la corne gauche, annonçait plutôt le contraire. Le premier chant du coq retentit donc. Ngondélé sursauta. Elle se décida enfin à réveiller sa mère et dit
Mère, il y a dans le village un garçon qui dit qu'il m'aime. Il prétend vouloir m'épouser. Ce que je raconte n'est pas un rêve, car je n'ai pas dormi depuis hier soir. Tu le verras au lever du jour. Il est cousin d'Aïe, ma belle-sœur. » Eva garda un silence de plomb pendant une dizaine de minutes. Cette attitude de réflexion d'Eva était bien connue de tous les membres de la famille. Elle mêlait à la fois prudence, dignité et sagesse. Eva poussa un soupir pour rappeler à sa fille qu'elle ne s'était pas rendormie. Ngondélé, confuse, se mit à craindre quelque peu la réaction de sa mère. Elle se rassura en pensant que le vœu de ses parents avait toujours été de voir leur fille convolée en juste noces, pourvu que leur futur gendre présente un certain nombre de qualités, dont de bonnes aptitudes à la chasse. Akoko en réunissait-il quelques-unes pour arracher leur consentement? « Qui est ce jeune homme ?» demanda Eva. « Je t'ai dit qu'il est cousin d'Aïe. Il fréquente au lycée à Sec. » « Garde la tête froide, on verra tout cela le matin, » rassura Eva. Au champ des tisserands, Ngondélé avait du mal à se réveiller. Elle finit malgré la dette de sommeil par ouvrir les yeux. Au bruit de sabots d'une chèvre en chaleur, poursuivie par les assiduités d'un bouc tenace. Aïe, debout depuis une demi-heure, alla trouver son cousin dans la cuisine. Elle fut un peu déçue de le revoir. Elle aurait préféré que les deux jeunes gens se fussent enfuis dans la nuit. Akoko lui expliqua la suite que Ngondélé avait réservée à sa proposition sur le départ clandestin. Il termina en lui avouant qu'il n'avait pas dormi de la nuit, obsédé par l'idée de son entretien le même matin avec Feugue. Aïe ne fit aucun commentaire et ressortit. Vers 9 heures, Akoko se dirigea vers la case de Feugue. Il ne connaissait pas le père de Ngondélé. Il s'assit timidement à la véranda où 3 vieux fauteuils en rotin étaient installés depuis quelques années. Feugue, qui venait d'être informé par Eva de la présence du jeune homme, le découvrit assis là, mais ne lui adressa aucune parole. Il fit quelques allées et venues derrière sa case. Il se mit à affûter ses outils de chasse. Il commença par une machette et termina par une lance. Il rajusta son arbalète et enduisit de poison vénéreux quelques flèches qu'il rangea soigneusement dans son carquois. 3 femmes traversèrent la cour, chargées de plats destinés au petit déjeuner de Feugue et de ses derniers garçons. La première venait de réchauffer les ignames jaunes. Ces tubercules allaient accompagner les tripes d'un bélier abattu 3 jours plus tôt pour fêter la naissance du 24e petit-fils de Feugue. Les tranches de boyaux du bélier avaient été présentées sous forme de nœuds et faisaient morceaux de viande dans le plat, baignant dans de l'huile rouge. On pouvait observer parmi les nœuds quelques légumes verts finement hachés pour garnir la présentation. Cette première femme déposa ses plats et s'en alla. La deuxième avait réchauffé un reste de feuilles de manioc pilées, accommodé au poisson fumé et à de la pâte d'arachide. Le sel pour ce plat était minutieusement bien dosé pour éviter toute confusion avec une autre recette du même légume, consommée plutôt fade. Dans ce deuxième cas, on ajoutait des résidus de l'huile de palme, des aubergines et de l'olome râpé, écorce d'un arbre destiné aux assaisonnements spéciaux. Les feuilles de manioc étaient accompagnées de plantains mûrs non pilés. On pilait habituellement le plantain vert par respect des convives. Cette opération épargnait aux personnes âgées à la dentition défectueuse les gros efforts liés à la mastication laborieuse de la forme non pilée de ce légume à l'état vert. La troisième femme avait délayé l'arachide en pâte dans de l'eau bouillante. Pendant le mijotage à feu doux, ce mélange, en s'épaississant, donnait un naissant canard bien gras. Ce plat fut servi avec 4 bâtons de manioc. Par terre, devant Feugue, tous ces plats fumants dégageaient une multitude d'odeurs appétissantes. Plats dont Feugue, ses enfants et petits-enfants allaient se régaler. 5 adolescents se réunirent aussitôt autour de Feugue. L'idée d'inviter au repas le jeune visiteur lui vint à l'esprit.
Il la repoussa volontairement, plutôt par orgueil que par égoïsme. Les tripes étaient réservées au grand-père. Les enfants devaient les éviter, de peur d'effriter leur charme futur auprès des jeunes filles. Ils se contentaient d'autres mets sans jalouser Feugue. Leur tour viendra certainement de manger des boyaux d'animaux. Le menton de Feugue brillait d'huile de palme qu'aspergeaient les pans de tripes. Il se l'essuyait de temps en temps avec le revers de la main. Au dehors, Akoko ne pouvait entendre que le résonnement rauque d'une toux grasse de Feugue, étouffé par la succession de bouchées en déglutition. Il appelait à haute voix Eva. Elle s'amena. « De l'eau !» hurla-t-il. Et la mère d'Ngondélé revint quelques instants après avec une demi-calebasse débordante d'eau de source. Il but une série de grosses gorgées à même la calebasse et déposa par terre le récipient. Il racla la gorge et s'essuya les mains sur les bambous du lit où il était assis. Il prit son chasse-mouche, laissant les enfants vider les plats. Les sourcils foncés, Feugue se dirigea vers la porte et s'enquit de celui qui était assis à la véranda. « Bonjour, jeune homme. Qui êtes-vous » demanda Feugue. « Je suis Akoko. Et je suis un hôte de la maison, ou plutôt votre hôte, » tenta de répondre Akoko, non sans lapsus. « Parlez fort, mon fils, je suis dû d'oreille. »« Je suis l'hôte de paix Feugue pour sa fille Ngondélé, » reprit plus distinctement Akoko. Ngondélé suivait la conversation, dissimulée derrière l'écran que constituait la case de sa mère. Eva revint furtivement souffler quelque chose à son mari. « Il est là pour Ngondélé. »« Je le sais, » rétorqua énergétiquement Feugue. « Les questions que je pose sont destinées aux visiteurs. Je n'ai oublié aucun détail de ce que tu m'as dit tout à l'heure. » Par respect des traditions, Akoko fut reçu avec tous les égards d'un prétendant officiel. Avant d'engager les pourparlers, il fallait d'abord lui offrir un repas. Le plus gros coq de la basse-cour fut sacrifié et préparé dans un ragoût assaisonné au grain de courge. Quelques ignames blanches et du couscous de manioc complétaient le repas. Quand tout fut prêt, vers 11h, Akoko était à table. C'était son premier repas véritable depuis près de 24 heures qu'il était dans les lieux. Il avait faim. Il invita Ngondélé à manger avec lui. Celle-ci évita de s'associer au repas, expliquant à Akoko que c'était trop tôt en présence de ses parents. Il s'agissait de réussir d'abord le négoce dans les heures qui allaient suivre. Le repas était bon. Akoko voulut offrir le gisier du coq à Feugue. Mais il hésita quelques instants, puis se décida et le fit. Feugue lui signifiait que le coq lui avait été destiné et que le gisier était bien à lui. Akoko mangea le gisier, le cœur tranquille. Cet enfant est peut-être sage, et ça offrit son gisier au vieux. Il vient de glaner quelques points en sa faveur, se dit Feugue. Offrir le gisier était un signe de respect. Un plat de poulet préparé à l'honneur d'un visiteur ou d'un parent ne saurait manquer de gisier de peur d'offenser son destinataire. Le gisier étant unique, sa présence dans le plat confirme la complétude du poulet immolé et le respect dû au destinataire. Durant le repas, Akoko ne cessa un seul instant de penser à l'étape suivante, la plus importante à franchir. Il mit fin à son repas et rentra s'asseoir dans le fauteuil en rotin. Pendant ce temps, la rumeur gagnait le village. Les proches parents des villages voisins de Feugue furent informés de l'événement. Un sentiment de curiosité envahit tous ceux qui apprirent la nouvelle car Ngondélé était si belle que son premier prétendant allait subir l'épreuve des regards et des interrogations. L'après-midi venu, Feugue réunit toute sa famille. Cousins, oncles, tantes et neveux de Ngondélé étaient au rendez-vous. Feugue prit la parole. « Jeunes visiteurs, levez-vous » ordonna-t-il à Akoko. Ce dernier se mit debout, les bras croisés à l'arrière. « C'est moi, Feugue, qui vous ai tous fait venir au sujet d'une situation plutôt surprenante.
Depuis que Ngondele est née, personne n'a jamais soupçonné quoi que ce soit d'elle. Subitement, quelqu'un de courageux sort de la clandestinité. En autre temps, quand on s'annonçait publiquement comme ce garçon debout devant vous, n'était-ce pas l'aboutissement d'une longue histoire en cachette? Exactement, répondit l'assistance. À cet effet, ce garçon est là pour Ngondele. Avant de m'asseoir, je voudrais présenter Ayok à Akoko. Mon cousin Ayok est celui qui va diriger le débat. Quant à vous, jeune homme, vous pouvez vous asseoir. Akoko se rassit. La palabre est ouverte, Déclara à haute voix Feugue. Ayok se leva promptement et dit. Akoko, l'objet de votre visite nous a été trop brièvement exposé par des tierces. Je vous invite à nous en parler publiquement. Afin que tout malentendu soit dissipé. On peut bien penser que vous êtes là pour Ngondele, alors que c'est pour une autre. Ce village étant riche en jeunes et jolies filles. Akoko se leva, tout confondu. Je suis Akoko Evo, Fils d'Evoduma, de la tribu Yekul. J'ai 20 ans et je fréquente le lycée de Sek. Je prépare l'examen du bac. J'aime votre fille Ngondele et voudrais l'épouser. Ayok tout feu tout flamme fulmina contre Akoko. Eke, comment as-tu osé avoir le mépris de venir demander la main de Ngondele sans te faire accompagner de tes parents? Est-ce le résultat de l'enseignement que vous recevez dans vos lycées? Il n'est pas permis aux enfants de remuer le gâteau de maïs du fond des marmites. Je ne peux comprendre que le langage de tes parents. Ils sont seuls à pouvoir me parler, car la palabre et la négociation de mariage ne sont qu'à l'échelle des adultes. Si je te donne ma fille en ce jour, qui se portera garant des accords que nous aurons scellés? Dans vos scènes de ménage, comme il n'en manque jamais. Qui contrôlera tes débordements de colère? Qui servira d'avocat à ma fille? Qui sera le conseiller matrimonial de votre couple? Si ma fille revient avec un bras cassé ou un œil crevé, à qui irai-je me plaindre? Je crains bien que tu sois ignorant De ce que tu es venu faire chez nous. Une fois de plus, que veux-tu ici? Le jeune homme, le visage déconcerté, reprit la parole au sein de cette foule hostile parmi laquelle il n'aperçut pas Aïe. Une foule pleine de badauds, de curieux, d'hommes âgés, exigeants et sages, et dit « Je suis dans l'erreur, parce que je suis venu sans mes parents. Mais le candidat à la main de Ngondele, c'est moi. Je ne lui casserai jamais de bras. Je ne lui crèverai jamais d'œil. Je suis un fils d'humain. Ma mère est à sa 25e année chez mon père. Jamais ce dernier ne lui a infligé de taloche. Je vous prie de me faciliter la tâche en m'accordant la main de votre fille. » Un spectateur jeune dans la foule et dans l'anonymat appuya. « Il a bien parlé !» C'était probablement un petit courageux, favorable aux prétendants et hostile à l'interrogatoire jugé trop dur que subissait Akoko. Cette voix anonyme se tut. Drôle d'intervention. Personne ne s'en occupa. La famille de Ngondele, pour se concerter, fit sortir Akoko. Ngondele, resté dans sa famille et interrogé, ne manqua pas d'exprimer ses penchants pour le visiteur. Dans la même circonstance, Feugue appuya les propos d'Ayok. On décida de se montrer ferme envers Akoko et de le renvoyer chez ses parents, en lui demandant de revenir à la saison des récoltes de fèves de cacao. Akoko rappelé, cette résolution de la famille lui fut communiquée par Ayok en ces termes acerbes. Il n'est pas question de s'attarder sur un problème simple. Ton cas ne mérite pas d'être débattu plus longtemps, parce que peu riche d'intérêt. La vie générale et unique est qu'à ton âge, tout seul sans tes parents, les décisions de mariage relèvent de l'aventure. Comment peux-tu, avec un anus minuscule, aller te torcher le derrière contre l'énorme fût d'Adjab? Reviens avec tes parents. Tu regarderas les géants s'affronter et tu comprendras l'ampleur de ton aventure actuelle. Moi, Ayok, qui te parle. Dieu seul sait combien de jeunes filles ont reçu une proposition de mariage de ma part lorsque j'avais ton âge.
Ma décision me semblait souvent ferme, mais je la changeais chaque fois qu'une nouvelle conquête était engagée. Il m'a fallu mûrir en âge et en sagesse. Il m'a fallu traverser l'étape des coups de foudre. Quelques déceptions sentimentales ont également nourri mon palmarès jusqu'au jour où j'ai rencontré la mère de mes enfants que j'ai épousée avec la bénédiction de mes parents. Certains de mes enfants dont je vous parle sont nés avant toi. Mes alliés ont confié leur fille, non pas à moi, mais à mon père. Un geste de garantie qui a pesé sur moi jusqu'à ce jour et qui a renforcé la préciosité de mon épouse. Mes parents m'ont toujours rappelé cet acte qui m'est devenu sacré, et ma femme, au fil des ans, ne s'est retrouvée que davantage confortée sous mon toit. Laisse-moi te rappeler, comme je le fais à mes enfants, que ces conseils te serviront toute ta vie. La femme admise en mariage n'entre pas en esclavage. Le mariage lui confère une dignité d'épouse et mère respectée. Les aventures sont à éviter. Nous t'attendons lors de la saison des récoltes, accompagnée de tes parents. Nous leur remettrons notre fille, et le lien de mariage sera scellé à jamais. Entre-temps, nous apprendrons à mieux te connaître, ainsi que ta famille. Une fille ne se donne pas seulement qu'à celui qui l'épouse, mais aussi à l'ensemble de la famille et du clan qui l'adopte. Akoko, dans son fort intérieur, face à ce géant de la sagesse, se sentit tout petit. Il pensa que la récolte des fèves se faisait au mois d'octobre, pendant que tous les élèves étaient à l'école. Il se dit qu'il ne pourrait pas être libéré de ses études en cette période de l'année. Il se posa une dernière série de questions. Où est finalement passée ma cousine Aye? A-t-elle pu placer un mot en ma faveur lors de la concertation d'émolution de mes propos? Ngondele m'en parlera. Entre-temps, la foule se dispersa en regrettant que le visiteur n'eût rien apporté à boire ou à manger. Aye s'approcha de lui. « Enfin, ma sœur, tu étais encore là. »« Oui, je n'avais plus de courage de venir te perturber au moment où tu affrontais le terrible Ayok. Une chose est vraie, tu es un brave garçon. Je suis fière de toi. Il me semble de toute évidence que Ngondele a été déçue par ses parents. Je serais étonnée qu'elle te répète le même discours d'enfant sage d'hier soir. Je ne prends plus des devants. Mais attends-toi moins difficile de sa part, car son visage est devenu plus expressif. » Bien qu'Akoko n'eût qu'Aye comme personne de confiance dans le village, il commençait déjà à se méfier de ses conseils. Le jeune homme se décida courageusement de faire quelques 100 pas dans la cour. Il était désormais sorti de la clandestinité. Il observa derrière la case d'Eva une femme assise, les yeux tournés vers la cime de grands arbres de cette forêt millénaire qui encerclait le hameau, comme pour l'étouffer. C'était Ngondele. Il se refusa à l'interpeller, de peur que ce geste ne fût maladroit. Il était malheureusement 18 heures, et Akoko ne pouvait se lancer tout seul sur son chemin de retour. Il se dit, « Un cadavre d'éléphant ne se décompose pas en une seule nuit. » Pour minimiser l'attente à effectuer jusqu'au lendemain, afin de quitter ce milieu plutôt malaisé, Akoko n'osa parler à personne. Il se sentait isolé. Ne sachant que faire, il rentra s'asseoir sur le fauteuil en rotin de la véranda de Feugue. Le vieil homme était dans une cuisine de l'une de ses coépouses. Des commentaires un peu railleurs, mais discrets, circulaient dans la famille au détriment d'Akoko et de Ngondele. La plupart pensent que Ngondele risque d'être cette montagne de charme qui va accoucher d'une souris. Le soleil avait disparu dans le ciel. La nuit tombait dans le village et Akoko ne bougea plus du fauteuil. « Je ne vais rien demander à personne. Si on ne s'occupe plus de moi, je passerai ma nuit à la belle étoile ici sur le fauteuil. J'ai bien faim, et puis personne ne me sert le reste du plat de poulet qui m'a été offert ce matin. » Pendant qu'Akoko se préparait ainsi psychologiquement à faire face à sa solitude, il vit une silhouette de femme à quelques 100 mètres s'approcher de lui. Il ouvrit grandement les yeux, mais ne reconnut personne. À 2 pas de lui, quelqu'un l'appela.
Il répondit. C'était Ngondélé. Elle s'accroupit à côté de lui, agrippée sur la coudoir gauche du vieux fauteuil, elle éclata en sanglots. C'était la première fois depuis la fin de la palabre que Ngondélé venait à être aux côtés du jeune homme. Elle étouffa sa voix. Akoko lui passa le bras autour du cou pour l'apaiser et lui dit « Ne te fais pas de mauvais sang. Tu n'es pas responsable de ma mésaventure. Laisse-moi endurer ma peine. C'est moi qui t'ai mise dans cet état et je le regrette. »« Non, » reprit Ngondélé, les narines bouchées. « Les lois et coutumes de ce village sont au-dessus du supportable. Je suis très désolée de t'avoir conseillé de rencontrer ces gens. J'aurais dû t'éviter cela. »« Arrête, Ngondélé. L'humiliation est passée. Regarde plutôt l'avenir. Je bute contre le fait de devoir revenir ici pendant la saison cacaoyère. À cette période, je serai en pleine classe. Ce rendez-vous qu'on m'a imposé me laisse perplexe. Je pourrais faire venir mes parents, mais sans moi. »« Quand alors ? » ?»« Je ne sais pas. Je crains que tu ne reviennes plus. »« Je n'ai pas dit cela. »« Tu ne l'as pas dit, alors tu le tais. »« Non, Ngondélé, je ne le tais pas. Je ne veux seulement pas te le promettre de façon fantaisiste. Je sais au moins une chose, c'est que tu tiens à moi. Tu es la seule personne à mes côtés depuis qu'on m'a donné la leçon de sagesse de ce matin. Ta présence à mes côtés en ce moment précis et dans l'obscurité me fait oublier toute ma honte. Ne me rappelle plus cette scène. Elle me fait mal et risque de m'arracher d'autres larmes. Tiens, je sens encore tes joues ruisseler de quelque chose. Akoko tira un pan de sa chemise et épongea dans l'obscurité les yeux et les joues de sa petite amie. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va mieux, » répondit Ngondélé. « Parlons maintenant d'autre chose. Sache que tôt, au petit matin, je dois repartir. Je n'ose plus parler d'aller avec toi, mais il faut que je quitte ce village. »« Si tu pars sans moi, que deviendrai-je ? » ?»« Y a-t-il déjà possibilité de partir avec toi ? » ?»« Tu as bien compris. »« Je serais ravie qu'on aille ensemble. »« Alors je retire toute la leçon de morale que je t'ai faite hier. »« Alors ? » ?»« Quoi alors ? » ?»« Alors nous pourrons rentrer ensemble ? » ?»« Assurément, et pas plus tard que cette nuit. » Ngondélé quitta son ami pour la cuisine de sa mère. « Qu'est devenu Akoko ? » demanda Eva. « Il est encore à la véranda. » « Va rapidement lui refaire sa couchette dans la cuisine d'Aï. » Ngondélé vint chercher Akoko et le conduisit sans plus le cacher dans la cuisine d'Aï. Celle-ci fut informée du retour d'Akoko dans son lit de la veille. La décision de Ngondélé de s'enfuir avec Akoko était déjà prise, mais pas assez mûrie. Il était 20h passées. La pleine lune trônait dans le ciel. De gros nuages voilaient parfois l'énorme astre de la nuit avant de s'enfuir à toute vitesse. On notait ainsi une alternance de grande et faible luminosité dans la cour. Akoko eut peur qu'il ne plût. Aï, qui se préparait à aller se coucher, vint faire un dernier petit tour dans sa cuisine. Elle en profita pour encourager son cousin malgré les déboires vécus dans son projet de rap. Opération qu'elle avait toujours considérée comme naturelle pour un garçon audacieux. Complice dévoué, resté dans l'ombre des grands débats, Aï lui tint son dernier discours. « Je vais me coucher. Tu as voulu entrer par la grande porte et la loyauté t'a trahi. Alors débrouille-toi. Ne laisse pas cette fille ici. Personne ne condamnera un garçon d'avoir séduit une fille. Cela est tout à fait naturel. D'ailleurs, elle ne va pas épouser ni ses oncles, ni ses frères, ni son père, ni la foule des sages. Ils vont hurler. Mais ils savent bien comment je suis arrivée dans ce village il y a 15 ans. J'ai débarqué ici de la même manière, enlevée par leur fils, mon mari, et ils ont applaudi cet acte. Mes parents n'ont rien pu faire. D'ailleurs, tout finit toujours par s'arranger diplomatiquement. Alors, j'attends le résultat demain matin.
Je dois vous trouver parti quand je reviendrai faire mon premier tour à la cuisine.